Bienvenue au café Ma Boussole et Dents. Ma Boussole et Dents, c'est le site qui oriente ceux qui prennent soin d'un proche. Et lors de nos cafés, on a pour objectif de discuter sur des sujets qui vont concerner les aidants pour mettre la lumière sur des conseils et des solutions qui existent. Et moi, je m'appelle Marguerite et je suis là pour animer ce café. Alors aujourd'hui, on va parler de répit. Alors le répit, ce n'est pas forcément un terme qui est très connu. La question, c'est quand on s'occupe d'un proche, comment garder un peu de temps pour soi? Parce qu'être aidant, c'est un terme qui est très générique, qui recouvre une diversité de situations, mais qui ne retrace pas forcément comment on la vit. Parce que quand on est aidant, en fait, avant tout, on est une maman, un papa, un frère, une amie, un voisin qui s'occupe de quelqu'un de sa famille ou d'un proche en tout cas. Et que ce quelqu'un, cette personne, se trouve à avoir des besoins particuliers du fait de problématiques liées au handicap, à la maladie et également au grand âge. Et ça va nécessiter de déployer une énergie supplémentaire pour s'occuper de ce proche, comprendre la maladie, trouver les bons spécialistes, des questions de scolarisation, d'emploi, et puis parfois faire des choix importants. Est-ce que je continue de travailler ou non? Est-ce que j'adapte mon emploi du temps? J'aménage mon logement? Je gère les démarches? Une somme d'activités assez importante, parfois assez intense, qui peut faire oublier que parfois, au-delà de ce rôle-là que l'on prend et que l'on prend à cœur, bah, on a aussi le reste de sa vie et son équilibre à gérer, sa vie personnelle, sa vie amoureuse, sa vie professionnelle et puis parfois simplement juste souffler, aller chez le coiffeur, boire un verre avec des amis. Et ça, ce sujet-là, c'est derrière ce terme-là, prendre du temps pour soi dans le monde de l'aidance, des aidants, on appelle ça le répit. Et aujourd'hui, on va en parler parce que les solutions de répit, elles sont souvent méconnues. Pas toujours facile de trouver celles qui sont adaptées à son besoin, à sa situation, et puis aussi de prendre conscience qu'on peut aller vers ces solutions. Donc, on va parler de ça aujourd'hui, comment un peu trouver le bon dispositif pour soi, quels sont les freins et comment les dépasser, ces freins, pour aller vers des solutions de répit. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce café Séverine Feltou, qui est le maman d'Augustin, un garçon qui est plurihandicapé, et Cindy Vivares, qui est coordinatrice du service de répit d'aide aux aidants de la plateforme Reliance, qui est située à Paris, dans le 15e arrondissement. Et il s'avère que pour le lien, le fils de Séverine bénéficie des services de répit de la plateforme Reliance. Donc bonjour à toutes les deux et merci d'avoir répondu présente pour ce café. Peut-être Séverine, on peut commencer en repartant justement du concret, peut-être de ta situation. Est-ce que tu peux nous parler de ton fils, nous partager le handicap qui le touche et comment il est suivi aujourd'hui? Tout à fait. Donc, tout d'abord, c'est vrai que merci, Marguerite, pour cette invitation et ma boussole aidant, puis voilà pour ta confiance. Je suis ravie d'échanger avec vous toutes et tous aujourd'hui sur ce sujet du répit, qui est effectivement un thème très important, souvent encore nettement méconnu, parce que là je parle sous ton contrôle, Marguerite, mais c'est un thème, un sujet qui est très récent, en tout cas dans sa sémantique, puisque je crois que de mémoire, on en parle depuis à peine 6 ans, quelque chose comme ça. Donc, moi, je suis la maman d'Augustin, qui a 14 ans, donc c'est mon fils aîné, qui est donc en handicap global, donc à la fois moteur, puisqu'il a marché à 5 ans, handicap aussi intellectuel, cognitif, avec des troubles du comportement. Je dirais on a un peu plusieurs handicaps saupoudrés à divers degrés. Il a été diagnostiqué par rapport à sa maladie, donc qui est une maladie génétique, très récemment, puisque le diagnostic date d'il y a 1 an. Donc c'est vraiment très très récent, c'est-à-dire qu'on est resté vraiment 13 ans sans savoir réellement ce qu'il avait, même si on avait une petite idée. Et donc il a une maladie en fait génétique très très rare, puisqu'aujourd'hui on a 3 cas dans le monde de recensés. Ouais. Donc c'est vraiment, alors je dis bien de recenser parce que voilà, c'est lié, je dirais, aux bases de données internationales génétiques. Par contre, ce qui est étonnant, c'est vrai que les 3 recensés sont des enfants avec un âge très proche.
Voilà, donc il y en a une aux États-Unis et un en Allemagne qui est d'origine slovaque, me semble-t-il. Donc en fait, c'est une délétion donc, d'un gène. C'est au moment en fait de la conception, de la division cellulaire, quand c'était un embryon. En fait, il y a une partie d'un gène qui a décidé d'aller se promener, puis il n'est pas revenu. Donc du coup, ça fait qu'il y a des divisions, voilà, ce gène n'a pas été répliqué dans toutes les cellules, donc ce qui provoque une paralysie en fait cérébrale. Et donc c'est ce qu'on appelle une maladie de novo, parce qu'en fait c'est la première fois qu'une maladie ou cette maladie génétique apparaît dans une famille. Voilà. Donc on est vraiment tous dans ce cas-là. Et au niveau de sa prise en charge, aujourd'hui, donc, il est scolarisé à l'IEM Saint-Jean-de-Dieu. Donc, l'IEM, c'est vrai que tout à l'heure, Cindy parlait de tous ces acronymes où c'est très compliqué. Donc, un IEM, c'est un institut d'éducation motrice et à ne pas confondre avec un IME. Souvent, la confusion est faite, qui sont plutôt des instituts médico-éducatifs. Et donc, dans un IEM, il faut être en handicap moteur. En fait, c'est une condition sine qua non en fait, pour pouvoir accéder à ce genre de structure. Et donc, l'IEM dans lequel est Augustin est donc à Paris 15e, donc à Convention. Et ça fait partie donc, du centre médico-social Le Courbe et qui appartient aussi à la Fondation Saint-Jean-de-Dieu. Voilà, donc il est intégré dans cette structure depuis qu'il a ses 4 ans, donc depuis 10 ans maintenant. Donc il était vraiment tout petit quand il est rentré dans cet institut. Donc ça a été un choix, comme tous les parents qui passent en fait par ce parcours, on a hésité pendant un moment, alors pas très longtemps, mais entre l'école, je dirais ordinaire, avec des aides et des structures spécialisées. On a opté pour celle-ci, bien nous en a pris, parce que je pense qu'il n'aurait pas du tout été adapté dans une école ordinaire. Il n'y a pas assez de moyens, ni humains, ni financiers. Et aujourd'hui, il a une prise en charge globale, là où il est, puisque donc, il y a trois pôles principaux qui sont donc l'aspect pédagogique, puisque l'IEM de Saint-Jean-de-Dieu est une des rares structures à avoir une école vraiment intégrée. C'est-à-dire qu'on a vraiment une directrice scolaire qui gère de la maternelle jusqu'au collège. Il y a donc tout le plateau éducatif, avec là des éducateurs, tout ce qui concerne la vie courante. Et après, tout un pôle thérapeutique avec bien sûr tout ce dont un enfant dans la situation d'Augustin peut avoir besoin, c'est-à-dire ergothérapeute, psychologue, orthophoniste, psychomote, kiné, et j'en passe. Voilà. C'est une prise en charge globale. Ouais, voilà, c'est vraiment une prise en charge globale. Ouais. Et ça, c'est important parce que nous, c'est ce qu'on cherchait, parce qu'avant qu'il soit dans cet institut, il était en crèche collective, donc lambda dans notre ville, et il était pris en charge parallèlement dans un CAMS. Donc, c'est des centres, en fait, qui prennent les enfants de 0 à 6 ans jusqu'à temps qu'on trouve ou un diagnostic ou une orientation pour eux. Et c'est vrai, alors là, on court de partout, quoi, puisqu'il faut aller un jour voir le kiné, un jour l'orthophoniste, la crèche, le boulot en même temps, les autres enfants, et c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Ouais. On se fatigue et on s'épuise. Voilà. Merci Séverine. Et donc, si on reconnecte avec le sujet du répit, qu'est-ce qui fait que vous avez pu bénéficier de services de répit? En tout cas, depuis quand vous bénéficiez de ce genre de séjour, de service? Alors, nous, du coup, étant à l'IEM Saint-Jean-de-Dieu, on a eu la chance, en étant dans cette structure, de bénéficier au bout de 4 ans, en fait, alors on n'appelle pas ça un séjour de répit, mais au final, ça va se transformer comme ça, qui sont, en fait, on appelle ça des transferts ou des séjours qui sont organisés donc par le biais de sa classe ou avec d'autres enfants, avec des éducateurs. Il y a aussi des thérapeutes, il y a plusieurs corps de métier qui interviennent dans ces séjours. Et nous, c'est en 2016 où il a participé à un séjour ski. Alors oui, improbable, ski sur un enfant handicapé moteur. Vous dites, mais pas possible. Alors déjà, sur le principe, on était assez étonnés. Puis voilà, puis on s'est laissé... au début, bien sûr, on se dit, c'est pas possible, il peut pas aller au ski, il marche pas bien, on va pas le laisser tout seul sans nous, qu'est-ce qu'il va devenir? On se pose, on a toutes ces croyances limitantes qui sont que, on s'en occupe jour et nuit depuis qu'ils sont nés, donc on imagine que personne peut mieux faire.
Puis en fin de compte, on se laisse guider, on donne confiance à la structure, aux professionnels. Et puis là, il part et puis il rentre. Puis nous, on se rend compte que cette semaine n'a jamais été aussi reposante et ressourçante. On a rechargé les batteries, on a eu l'impression de partir un mois en vacances. Mais réellement, c'est-à-dire, c'est une fois qu'il est rentré où on s'est dit, ah ouais, on était vraiment fatigués. Voilà, donc c'est vrai que c'est une fois qu'on en profite, on sent qu'on est épuisé en fait, mais on n'a pas l'idée. On n'a pas idée parce que c'est notre devoir. Hein. On se pose pas la question, on se pose pas la question, on s'arrête pas pour savoir si on peut le faire en fait. Voilà. Donc là, c'est vraiment le fait d'avoir eu cette opportunité pour Augustin Exactement. auquel vous n'aviez même pas pensé avant, qui a fait Voilà. que vous ayez sauté le pas de ce. Voilà. Tout à fait. Et aujourd'hui, comment vous reconduisez ce genre d'expérience? Alors aujourd'hui, on a toujours la chance d'être à Saint-Jean-de-Dieu dans ce superbe établissement qui a créé en début 2018, donc ce qu'on appelle là pour le coup une maison des répits. Donc là, on est vraiment au cœur du sujet. Donc c'est la première structure qui a ouvert en France avec cette finalité et qui accueille en fait des enfants donc, et des jeunes de 2 à 20 ans de façon séquentielle. Donc ça peut être ou en accueil de jour, alors c'est sur les week-ends et les vacances scolaires uniquement. Et donc là, on a le choix que notre enfant il soit ou en journée ou en hébergement. Donc ça peut être le samedi ou le dimanche ou les deux. Il peut dormir. Et puis les vacances, c'est pareil, c'est au choix. Là, je vais parler sous le contrôle de Cindy, mais je crois qu'il y a 15 places en fait en hébergement. Voilà. Et donc, étant à l'intérieur de l'établissement, on a participé, je dirais, au projet et on a été dans les premières familles à pouvoir bénéficier en fait de ce répit. Et là, alors là, c'est vrai que ça ouvre encore plus le champ des possibles, notamment sur les vacances, quoi, où on peut avoir une vie un peu, je dirais, à côté, avec le reste de la famille, le reste de la fratrie aussi, qui compte énormément. Et voilà, donc on a eu effectivement cette chance, en fait. D'accord. Et aujourd'hui, du coup, Augustin, il bénéficie de ces services-là à chaque vacances scolaires? C'est comme ça? Ouais, alors, Ouais. alors non, nous on le met pas à chaque vacances scolaires, on le met en fait un week-end environ tous les trimestres, quoi. C'est un peu D'accord. et puis on le met toujours fin août parce que en fait quand vous êtes parents deux à travailler, parce que voilà, nous on n'a jamais voulu ça a été un choix, mais on a adapté nos professions, mais pas arrêté, parce que pour nous, c'était important de continuer à avoir cette vie sociale. Les parents peuvent pas toujours le faire. Hein, donc, et quand vous avez la structure qui ferme 4 semaines, faut trouver effectivement des solutions quand vous avez que 3 semaines de vacances. Donc, nous, on a pris l'habitude, et c'est une habitude aussi pour lui, parce que ça s'est ritualisé, de le mettre en fait une semaine en août. D'accord. Super. Merci beaucoup, Séverine. Euh, Cindy, peut-être en rebond de ce que nous a présenté Séverine, tu peux peut-être nous présenter le fonctionnement de la plateforme Reliance et puis aussi pour que ça soit clair pour les participants, savoir à quel type de public vous vous accompagnez, selon quel format. Oui. Alors du coup, bonjour à tous. Alors donc la plateforme Reliance, c'est une plateforme qui est intégrée du coup en fait au centre médico-social Le Cours de la Fondation, comme l'a expliqué Séverine. C'est une plateforme qui propose plusieurs services, voilà, avec différentes thématiques et plusieurs dispositifs, dont un qui est le service donc de répit et d'aide aux aidants. Donc je suis coordinatrice. Donc en lien, en fait, c'est ce que disait Séverine, c'est que nous, en fait, au niveau du centre Le Courbe, il y a eu un diagnostic qui a été fait auprès des familles, voilà, en 2018 sur leurs besoins. Et vraiment, ce qui est ressorti, c'est cette notion vraiment de répit et de temps aussi pour les aidants, pour les familles. Et il a été du coup, voilà, réfléchi à un projet donc qui est celui de la Maison des Répits pour enfants, qui a ouvert donc voilà courant 2018 pour ses premiers accueils, qui a vraiment vocation à pouvoir proposer
un temps voilà, vraiment sécure pour les parents, c'est-à-dire que les parents nous confient leurs enfants sur une équipe médico-sociale qui est vraiment formée de professionnels, on va dire, identiques comme dans les IEM, c'est-à-dire que vous retrouvez des éducateurs, des moniteurs éducateurs, des aides-soignants, et qui viennent accueillir tout un week-end votre enfant, soit en accueil de jour, soit en nuitée. Donc, en effet, comme disait Séverine, donc 15 places en hébergement et 5 en accueil de jour chez les enfants pour un week-end. Et c'était vraiment du coup un besoin du coup des familles, nous au niveau de Saint-Jean, de dire ben voilà, sur un week-end, je sais que mon enfant il est confié à des personnes voilà qui sont formées, qui sont professionnelles, et je peux m'accorder un week-end pour prendre du temps aussi avec le reste de la fratrie, ou juste ben, du temps pour moi, pour faire des choses que j'ai pas le temps de faire le reste du temps. Après, sur nous, la plateforme Reliance, sur le répit aide aux aidants, en plus de cette partie vraiment purement répit et d'accueil, on propose également des temps pour les parents, pour les aidants. Ça peut être des groupes de parole, ça peut être des activités, des sorties culturelles. Alors, des fois aussi en présence de l'enfant en situation de handicap ou que pour les parents. Vraiment, on construit en fait chaque année une offre qui part vraiment des besoins et de ce que nous font remonter les familles. En fait, on parle vraiment de cet aspect-là. Ce qui, du coup, nous, la Maison des Répits Enfants, aujourd'hui, elle n'est pas ouverte que aux familles de Saint-Jean. Elle est vraiment ouverte vraiment sur le territoire parisien. Après, au niveau, nous, de notre agrément, au niveau de notre établissement, on est sur, en effet, des enfants avec un handicap moteur, des enfants polyhandicapés, et on peut également accueillir des fois des enfants avec maladies rares, mais on va être vraiment assez spécifique, voilà, en effet, sur cet agrément-là. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité, par exemple, d'accueillir un enfant avec des troubles autistiques, on n'est pas adapté, du coup, pour répondre. Donc aujourd'hui, voilà, on accueille des enfants de différents établissements ou même des enfants qui sont à ce jour sans solution au domicile, qui sont d'ailleurs priorisés, nous, sur notre structure pour des accueils à la demande de MDPH, vu qu'on travaille vraiment étroitement avec eux. Et au regard voilà, de ce projet qui marche vraiment bien, on vient d'ouvrir cette année une maison des répits pour les adultes, cette fois-ci, à partir de 20 ans, dans la continuité, parce que le retour qui nous a été fait de certains parents, c'est qu'à 20 ans, bah, ça s'arrête, la maison des répits enfants, et après, pour continuer à avoir du répit sur les week-ends ou les vacances, ben, trouver une autre solution, c'est pas toujours évident. Donc voilà, on a mûri ce projet-là, et elle vient d'ouvrir début octobre, exactement sur le même schéma. Voilà, les week-ends vacances en accueil de jour ou en internat. Et ici, à la plateforme Reliance, il s'agit de séjours, qu'ils soient à la journée ou en tout cas sur tout le week-end ou sur les vacances scolaires. Il existe des formes de répit qui sont plus courtes, qui peuvent être le temps de quelques heures. Il existe des formes de répit qui sont du relayage la nuit avec des gardes de nuit, des services de convivialité avec des gens qui peuvent passer à la maison. Tout un tas de services que vous pouvez retrouver. Et on vous invite pour ce faire à visiter notre site Ma Boussole Aidant pour en savoir plus. Mais aujourd'hui, on a fait le choix pour repartir du terrain, de prendre un cas concret et celui qu'on vous présente aujourd'hui. Et avant de passer à ma seconde question, je vous rappelle, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, si vous avez des questions, des commentaires pour nos participants, n'hésitez pas à réagir soit dans le chat, soit en levant la main dans l'onglet Réaction. Et ce que je voulais vous demander, Séverine et Cindy, pour qu'on puisse aller un petit peu plus loin sur cette thématique, c'est selon vous, quels sont les freins aujourd'hui pour les familles pour accéder justement au répit? Séverine, tu as évoqué le fait que ça peut être difficile de lâcher prise, entre guillemets, ou en tout cas la responsabilité est telle qu'il est difficile parfois de faire confiance, en tout cas, à une autre structure, à une autre personne pour s'occuper d'un enfant qu'on connaît si bien, dont on connaît toutes les particularités. Est-ce que... Oui, 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 tout à fait. Alors après, je dirais, je pense que c'est ce que ressent tout parent, quel que soit l'enfant. C'est-à-dire que je pense même avec un enfant normal, la première fois où on laisse son enfant à la nounou, à la crèche, je pense que voilà, il y a de toute façon ce premier sentiment qui est de se dire oh mon Dieu, mais voilà, là, il faut que je me sépare de mon enfant. Nous, c'est vrai que c'est exacerbé, c'est-à-dire que c'est un sentiment encore plus fort. Et
en tout cas, moi, pour l'avoir vécu et pour en parler avec beaucoup de parents que je peux accompagner aussi voilà, sur d'autres interventions, au niveau des aidants, il y a quand même beaucoup de culpabilité. En fait, c'est cette culpabilité dans un premier temps qu'il faut en fait dépasser avec cette sensation. Moi, tous les parents me disent mais je vais abandonner mon enfant, quoi. Et en fait, voilà, c'est ça qu'il faut cheminer. Il faut prendre son temps, chacun son propre rythme. C'est franchement pas simple de passer le cap. Voilà, c'est vrai que c'est une réflexion qui doit atteindre une certaine maturité. Chacun a son propre rythme. Il y en a qui vont le faire facilement, à d'autres, il faudra mûrir cette réflexion 1 an, 2 ans. Mais voilà, elle existe. Et puis se dire que mais il faut faire confiance voilà, aussi aux professionnels, puis se faire confiance aussi à soi. C'est-à-dire qu'il faut le sentir. Faut que c'est une dynamique systémique, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que les parents le sentent et l'enfant aussi ou le jeune. Et bien sûr, ce que je peux dire est valable. On parle vraiment de mon cas personnel qui est avec un enfant handicapé, mais c'est valable pour toutes sortes d'aidants, hein, que ce soit des personnes âgées, des personnes malades. Voilà, il y a toujours ce sentiment. Puis voilà, prendre conscience que on s'épuise et en s'épuisant, on arrivera encore moins bien à prendre en charge quelque part et accompagner la personne à aider. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà. Et après, les freins administratifs, mais là, je pense que Cindy sera plus à même que moi à en parler, mais c'est un parcours. Alors, en France, il y a plein de choses effectivement qui existent, mais au secours pour pouvoir y avoir accès, en avoir ne serait-ce que connaissance et après y avoir accès, quoi. Et juste avant d'aller plus loin, Séverine, toi, entre le moment où tu as entendu parler du fait, enfin, peut-être que tu t'en souviens pas, hein, mais que ce genre de dispositif pouvait exister, et le moment où Augustin a effectivement parti à ce séjour à ski, est-ce que tu sais combien de temps il s'est passé, ou en tout cas, est-ce que... C'est marrant parce que même en préparation de ce qu'on allait se dire là, avec l'échange où j'avais un peu une idée, je me suis dit mais tiens, combien de temps ça m'a pris? Je suis incapable de savoir. Alors moi c'était dans le cadre d'une sorte de classe verte, quoi, d'un séjour, donc du coup je pense que ça a été assez rapide. Non, après ça a été plutôt la maison des répits, où là c'est effectivement plus long parce qu'on passe dans quelque chose de beaucoup plus inscrit dans le long terme quand on laisse. Mais bon, là encore, je me souviens pas parce que comme on a été partie prenante, on a vu, étant à l'intérieur de la structure, cette maison des répits se construire, on a vraiment participé en fait au projet. Donc du coup, ça a participé aussi au fait qu'on y arrive. Mais, voilà, par exemple, je parlais de l'internat aussi, où il peut aller Augustin. Mon mari, ça lui a pris 2 ans avant de se dire qu'il fallait qu'on laisse à l'internat. Donc, c'est long, 2 ans. Ouais, et puis du coup, comme tu le dis, vous avez été au cœur de la création de ce dispositif, donc ça vous a beaucoup sensibilisé, je pense, voilà. Qui ne représente pas forcément l'ensemble des familles. Exactement. Et du coup, Cindy, toi qui vois beaucoup de familles passer à la plateforme, quel est ton regard sur cette question des freins? Parce que pour échanger avec beaucoup de professionnels, la plupart, en tout cas, me disent sur ces thématiques-là, la difficulté, c'est pas tant aujourd'hui de créer cette offre, c'est d'arriver à toucher les familles. Oui, moi, on le voit, en fait, c'est vrai que la maison des répits, on la présente à chaque nouvelle famille, en fait, qui rentre, en fait, à Saint-Jean. Et puis, on en parle un peu autour. Et c'est vrai que la première fois on en parle, les parents, du coup, voilà, un peu curieux, nous demandent un peu ce que c'est. Mais pour qu'ils puissent passer vraiment le cap, en fait, de nous demander une admission à la maison des répits, je rejoins Séverine. Moi, j'ai des familles, ça peut prendre bien 2 années, voire des fois un peu plus, avant de s'autoriser en fait à laisser vraiment l'enfant. Après, voilà, c'est vrai que chacun a sa temporalité du coup sur cet aspect-là. Nous, des fois, on adapte même du coup au cas par cas. C'est-à-dire que moi, j'ai des familles qui vont me dire, bon, on va commencer par une demi-journée pour commencer, pour voir. Et ça, on le fait clairement, bien sûr, on l'entend. Enfin, comme disait Séverine, on accueille aussi à partir de 2 ans. Voilà, les tout petits, c'est vrai que des fois, voilà, et même pas forcément des tout petits, mais toujours, voilà, en tout cas, il y a des familles qui nous disent, moi, j'ai besoin que ce soit quelque chose de beaucoup plus progressif. On va commencer par une demi-journée, puis finalement, ça se passe bien. Et puis après, le week-end d'après, on augmentera au fur et à mesure.
Mais c'est vrai que voilà, c'est une démarche qui est pas toujours simple. Et c'est vrai que après le premier accueil, souvent moi je demande aux familles, je les recontacte pour savoir un peu, ben voilà, comment eux ils l'ont vécu de leur côté en fait ce premier week-end. Qu'est-ce qu'ils ont fait du coup sur ce temps-là? Et souvent ils me répondent, ben en fait on n'a rien fait, on s'est pas autorisé en fait à bouger, on est resté à côté du téléphone au cas où, on sait jamais. Le premier week-end, souvent ils s'autorisent pas tout de suite à se dire, ben je vais programmer peut-être quelque chose, une sortie ou voilà. Et c'est vrai que le week-end d'après, ils disent, bah si, là, c'est bon, vu que ça s'est bien passé, ben, je vais m'autoriser à me dire, ah bah, je peux me faire une soirée, peut-être aller au resto, peut-être faire un théâtre. Enfin, voilà, autre chose, ou même carrément à partir de la maison pour un week-end. Mais ça met aussi un petit peu de temps et à vraiment prendre un temps complètement pour soi en se disant, bah ça y est, j'ai confiance et je sais qu'il est bien et que ça se passe bien et voilà, et je peux y aller. Après, c'est vrai que Séverine disait les freins administratifs. Bon, ça, voilà, nous, c'est vrai que sur la maison des répits, on dépend de ce qui s'appelle donc de l'accueil temporaire. Donc, c'est une orientation qui est donnée par la MDPH, donc qui est à demander en fait auprès de la MDPH. Et les familles ont droit à 90 jours par an. Voilà, pour bénéficier. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir ce document en possession pour pouvoir accéder, nous, aujourd'hui, à nos services. Donc, ça passe par une démarche auprès de la MDPH qui peut, en effet, prendre ben, du temps selon les MDPH, selon voilà, le dossier. Voilà, des fois, c'est vrai qu'entre l'urgence de la situation, de l'accueil et la possibilité d'accueillir, après, c'est vrai que nous, on travaille bien avec la MDPH de Paris, vu qu'on travaille très régulièrement avec eux. Et nous, ça nous arrive même d'appuyer les dossiers pour que ça aille plus vite, en fait, si on voit qu'il y a vraiment un besoin d'accueil très rapide. Mais c'est vrai que voilà, il y a cette partie administrative qui est incontournable et sans laquelle, en effet, on ne peut pas accueillir du coup un enfant. Et du coup, concrètement, si on se projette, est-ce que tu as des infos sur le reste à charge des familles pour vous et puis aussi sur le temps que ça prend est-ce qu'il faut anticiper X mois à l'avance pour pouvoir, enfin, compte tenu de la modification MDPH, mais aussi pour s'assurer qu'il y ait une place, comment ça doit se gérer pour les familles? Alors, nous, sur la question d'un reste à charge sur la maison des répits enfants, c'est complètement financé par la sécurité sociale. Donc, il n'y a pas de reste à charge auprès des familles. La seule chose que la famille doit organiser sur un week-end d'accueil temporaire, c'est les trajets, c'est les transports. C'est-à-dire qu'en effet, il n'y a pas de mise en place de transport, donc c'est aux parents d'accompagner l'enfant et de venir le récupérer ou de mettre en place un transport à ce moment-là si c'est pas possible. Donc sur les enfants, on n'a vraiment aucune charge financière pour la famille. Alors, ce qui n'est pas la même chose pour les adultes, parce que voilà, c'est un autre système de financement. Et en effet, la sécurité sociale prend une partie en charge, mais il reste la partie qu'on appelle le forfait journalier, qui reste à charge des familles, qui est à hauteur de 20 euros par jour. Donc, pour un enfant en situation de handicap, quand on dit adulte, c'est à partir de 20 ans, parce que du coup, les structures adultes vont jusqu'à 20 ans. Donc, jusqu'à 20 ans, c'est gratuit. En fait, vous n'avez rien en reste à charge, mais passé 20 ans, en effet, du coup, il y a un reste à charge de 20 euros par jour pour un jour accueilli en accueil temporaire. Donc voilà un peu en termes de reste à charge. Après, sur les démarches, nous, la maison des répits, bah, en effet, voilà, aujourd'hui, sur les enfants, on a de l'attente, clairement. Ouais. On est un peu victime de notre succès. Et des structures, voilà, il n'y en a pas énormément aussi à ce niveau-là. Moi, je dis souvent aux familles, voilà, dès que possible, de nous adresser en effet les dossiers et de faire cette demande au moins d'accueil temporaire à l'MDPH. Souvent, moi, je leur conseille de le demander lors d'un renouvellement, même s'ils ne veulent pas l'actionner tout de suite, au moins, du coup, s'ils en ont besoin, et même si c'est un an après, ben, ils l'ont, vu que c'est un droit, en fait, tout simplement, qui va avec l'orientation médico-sociale qui a été accordée à l'enfant. C'est un droit pour les familles, l'accueil temporaire. L'MDPH ne peut pas vous le refuser. Donc, moi, je dis souvent aux familles, demandez-le. Et puis, ben, si on l'utilise pas, ben, on l'utilise pas. De toute façon, c'est pas grave, hein. Si on l'utilise, et ben, comme ça, au moins, on est déjà prêt et on peut y aller. Mais moi, aujourd'hui, entre une famille qui me sollicite et un accueil chez les enfants, en tout cas, parce que c'est là où on a énormément de demandes, je peux être facilement à 3 mois de délai, du coup, sur cette. D'accord. Donc, actuellement, voilà, c'est vrai qu'on a une file active assez remplie. Du coup, voilà. C'est assez rempli, mais pour des derniers échanges que j'ai eus avec une maman dont l'enfant était en situation de handicap, elle me disait à quel point sa vie était réglée, régulée,
et qu'elle, elle anticipe tout à 2 mois en fait, et que son agenda, il est déjà tout fait. Alors, c'est pas pour dire que c'est une bonne chose d'être obligé d'attendre, mais en tout cas, ça colle aussi avec la manière dont on est obligé de s'organiser quand on doit gérer ce genre de planning. Complètement. Après, une fois qu'une famille est rentrée dans notre file active, nous à la maison des répits, en fait, les planifications, elles se font après, derrière. Enfin, c'est vrai que j'aurais pu en parler, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas besoin de repasser par tout ce parcours un peu administratif d'admission. Une fois qu'il est dans la file active, ben voilà, les familles nous font remonter leurs besoins de week-end. On essaye au mieux d'y répondre. C'est pas toujours, des fois, c'est pas toujours possible parce que si on est complet sur un week-end, on va en proposer un autre. Mais derrière, voilà, il peut y avoir en effet des accueils réguliers en fonction de, voilà, des demandes des familles et sans limite de durée, enfin, si ce n'est l'âge du coup de notre agrément jusqu'à 20 ans. D'accord. Il y a Dominique qui nous a posé une question dans le chat et qui nous demande s'il y a d'autres structures comme la vôtre en France. Alors, j'ai eu récemment connaissance qu'il y en avait une à Lyon, du coup, également. Après, sur le reste, je ne pourrais pas vous dire, mais je l'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y avait en effet une maison des répits à Lyon. Voilà, qui avait ouvert un peu sur le même système il n'y a pas très longtemps. Là. Donc, et Ouais, après, je sais pas, peut-être Marguerite. Ouais, moi je sais qu'il en existe. Bah, le sujet des maisons et des plateformes de répit reste émergent, mais au global, je crois qu'il y en a 250 en tout, mais tout type de public confondu, et qu'elles sont nées à la base plutôt sur le champ de la dépendance, donc de publics qui sont des dents de personnes âgées dépendantes, et que sur le sujet du handicap, ça reste une proportion qui est beaucoup moins importante et que comme la vôtre, chaque plateforme a sa spécificité en termes de public. Donc, il faut regarder au cas par cas. Et donc là, je vous invite, Dominique, à vous rendre sur ma boussole. Et il y a soit dans la rubrique séjour de répit, soit dans la rubrique information et accompagnement, on retrouve les plateformes de répit et vous pouvez personnaliser en fonction de la localisation, évidemment, et aussi de la situation de votre proche. Séverine, est-ce que Augustin a pu bénéficier d'autres types de séjours de répit? Oui, après, effectivement, qu'il soit parti donc, en 2016 sur son séjour au sport d'hiver, là, on s'est dit, bon, en fin de compte, c'est quand même vraiment sympa. Et du coup, et pour lui aussi, parce que c'est vrai que là, on axe beaucoup la discussion, les échanges, du coup, sur les aidants, mais ça, c'est bénéfique aussi pour l'aider, en fait. C'est-à-dire que nous, notre fils, il est devenu plus autonome. Du fait d'être en dehors de la maison parce que du coup moins chouchouté, moins assisté aussi parce que on a tendance un peu contre notre volonté mais à tellement les aider que du coup ça devient un peu des rituels, des gestes automatiques, c'est-à-dire qu'on est tellement tout le temps pressé, le temps est tellement compté qu'on fait beaucoup de choses en fait à leur place alors qu'en fin de compte ils ont aussi ils ont des capacités qu'il faut essayer d'aller au maximum de leurs capacités, de leurs compétences. Et je pense que du coup, de les mettre en fait dans des endroits, alors peu importe le temps, que ce soit 1 heure, une journée ou une semaine, ça leur procure, ça leur permet de s'autonomiser et aussi de se familiariser aussi avec cette vie qui est d'institut, d'internat, parce que voilà, si on est dans de la dépendance et moi demain, je ne sais pas si mon fils sera autonome et à quel point. Alors c'est vrai qu'on parle aussi de plus en plus d'habitat inclusif, de l'inclusion, mais ça a aussi ses limites. Donc c'est bien de les préparer aussi très jeunes à avoir une vie en collectivité. Donc voilà, là, je voulais juste ouvrir une petite parenthèse sur aussi que tout ça, c'est bénéfique aussi pour la personne aidée et pas que pour les aidants. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une dynamique positive pour tout le monde en fait. Donc ta question c'était est-ce qu'on a eu une autre Il y a eu d'autres voilà. formes de services de Donc répit. oui, suite au séjour, quand on y a goûté, on y retourne. On a fait une année, il est parti donc une semaine en été via APF Handicap en colonie de poney. Donc oui, pour le moteur, nous on aime bien le stimuler sur tout ce qui est un peu physique du coup. Et il a fait une semaine de colonie de poney, mais là avec donc dans une
colonie de personnes valides, en fait, mais où ils accueillaient aussi des personnes handicapées. Et donc là, par exemple, on parlait de reste à charge. Là, c'est vraiment le bon point parce que là, par exemple, c'est une semaine qui coûte le double du prix d'une semaine normale puisqu'il avait un éducateur pour lui tout seul, H24. Donc voilà, la semaine est double. Et avec les financements effectivement de MDPH, de toute façon, même si financement il y a, il faut avancer l'argent. Et donc ça peut être un énorme frein, effectivement. C'est-à-dire que pour des personnes qui sont en situation plus difficile, isolées, moi je pense aussi beaucoup aux mamans. Il y a beaucoup de mamans seules dans le handicap, ça faut quand même le souligner. C'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Donc oui, il y a des choses qui existent et nous on a eu la chance de pouvoir le faire. Et oui, là aussi c'était notre expérience et très très ressourçante aussi pour lui et pour nous. Sur cette question du reste à charge et de l'avance de frais, je sais qu'on échange beaucoup avec les acteurs des vacances qui, du coup, essayent de plus orienter leur séjour de vacances vers aussi des séjours qui peuvent avoir cet agrément séjour de répit en proposant des choses pour les familles pour améliorer la capacité des familles à pouvoir prendre en charge. Ouais, il faudrait imaginer des systèmes de subrogation ou des choses. En fait, mais il y a tout à faire là dans ce domaine-là. Il y a tout à faire sur le plan du financement. En tout cas, je retiens ce que tu disais tout à l'heure, qu'il faut regarder aussi les effets positifs et peut-être inattendus sur son enfant. Tout à fait. Exactement. Inattendu est le terme, en fait. Ouais. Et ça, tu les as observés dans la durée aussi? Ah oui. Mais moi, quel que soit, il part 2 jours avec son institut quelque part, il revient, il a acquis une nouvelle compétence, il a gagné en autonomie. C'est valable dès qu'il se sépare de nous, en fait. C'est valable dès qu'il se sépare de nous, en fait. Cindy, sur ce sujet-là, quel regard en tant que professionnel vous portez sur les bénéfices de ces séjours pour les enfants que vous accompagnez? Nous, c'est vrai qu'on l'observe souvent et c'est souvent aussi assez. On en échange souvent avec les parents sur comment ça s'est passé pour nous sur un week-end, sur ce qu'il a fait. Et c'est pas rare, comme peut dire Cyrine, des parents qui disent: ah, mais moi à la maison il fait pas ça, moi en fait c'est moi qui le fais en fait à la maison. Et c'est vrai que moi j'ai aussi des parents qui nous demandent aussi du répit, mais avec aussi cet axe-là de travailler en disant: bah voilà, j'aimerais qu'on commencer à travailler un peu la séparation des petites choses, voilà, parce que voir un peu aussi sans nous comment ça se passe, voilà. Donc c'est vrai que c'est des axes, nous on travaille beaucoup sur les maisons des répits, vu que même si c'est un week-end j'ai envie de dire de loisirs et de repos, parce qu'ils sont quand même en week-end, donc ils sont là pour faire aussi de se reposer, faire du loisir ludique ou quoi. Il y a quand même quelque chose d'éducatif en fait derrière, sur tout ce qu'on pourra travailler, que ce soit sur les temps du quotidien, habillage, déshabillage, la douche, le repas ou d'autres choses en fait, tout simplement. Et c'est vrai qu'on le voit aussi quand il reste une semaine entière sur la maison des répits, sur un moment de vacances, et on va en effet avoir pas mal de choses pour travailler en fait des axes, voilà. On tient toujours compte aussi un peu de la continuité. On demande souvent aussi aux parents, voilà, ce qu'il en est, ce qui est le plus travaillé aussi, ne serait-ce que dans l'institut où il est, pour qu'il y ait quand même un peu une continuité à ce niveau-là. Et notamment, nous, on le voit alors chez les enfants, bien évidemment, mais également dans la maison des répits adultes, où vraiment la vocation, c'est aussi de pouvoir travailler cette transition vers le secteur adulte, qui est aussi une étape aussi assez importante et pas forcément très simple. De commencer à travailler aussi de l'internat, la séparation la nuit, de dormir quelque part ailleurs que chez les parents pour la première fois. Donc c'est vrai qu'il y a tout des apprentissages et vraiment un travail éducatif qui est fait sur du long terme et qui aide ces transitions. Nous, on trouve vraiment que ça aide quand même vraiment du coup la personne accueillie, même et la famille à pouvoir passer du coup différentes étapes. Tout en douceur et en travaillant avec le temps qu'il faut sur le long terme. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte en premier abord, quand on entend parler de ce genre de séjour, des bénéfices pour l'enfant ou pour l'adulte qui est concerné et qui va en bénéficier. Et c'est, je pense, aussi une jolie manière pour y aller, en tout cas pour contribuer au fait d'y aller.
ma dernière question, ce serait justement là on voit un parcours avec le tien, Séverine, qui du coup fonctionne bien, ou enfin, en tout cas tel que tu nous le présentes. Hein, Non, mais c'est la réalité. et c'est pas, on le sait, c'est pas toujours facile pour les familles. Et donc, je vous poserai la question, je te poserai la question après Cindy, mais si tu avais un ou des conseils à donner aux familles pour justement ne pas attendre. Souvent, on nous dit qu'on attend le dernier moment parce qu'on n'a plus le choix, on est épuisé ou parce qu'il y a une contrainte qui est telle on est obligé de s'absenter. Quels seraient, voilà, ton ou tes conseils pour les familles? Et bien, c'est ça, c'est justement de s'y préparer très progressivement. C'est-à-dire que vraiment, moi, j'insiste vraiment sur la notion de rythme et de progressivité. C'est-à-dire qu'on ne commence pas par une semaine d'un seul coup, quoi. C'est-à-dire que c'est beaucoup trop violent, et pour les parents et pour l'enfant, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'on commence par quelques heures, après une nuit, après 2 nuits. Et puis, au fur et à mesure, ça permet de mettre en place, et c'est beaucoup plus confortable pour tout le monde. Et donc, effectivement, il ne faut pas attendre d'être au pied du mur ou d'avoir une urgence, parce que, en général, quand il y a cette urgence, quand on est au pied du mur, c'est là où il y a beaucoup de choses anxiogènes qui viennent parasiter, et du coup qui font que l'expérience peut se passer moins bien, du fait qu'il y a beaucoup moins de détente et de sérénité. Donc ça, la première chose, voilà, s'y prendre un peu quand on peut, voilà, en amont, et y réfléchir, en tout cas commencer gentiment à y réfléchir, puis mettre des petites choses en place. Puis après, moi le conseil, voilà, que je donnerais aux parents, la plus belle chose qu'ils peuvent faire à leur enfant, c'est ça, c'est de leur offrir ça, en fait, pour cette autonomie, pour apprendre à vivre, en fait, aussi, et à faire confiance à notre enfant, en fait, qu'il a des capacités, parfois insoupçonnées. Voilà, nous aussi, on a plein de ressources auxquelles on ne pensait pas, mais eux aussi. Et à travers le répit, on leur donne cette chance de les mettre en avant, en fait. Voilà. Merci. Cindy? Oui, vraiment, c'est moi ce que je dis souvent aux parents, c'est vraiment de s'autoriser en fait à passer ce cap-là. Alors, il n'est pas simple, mais de réussir à se l'autoriser. Et du coup, on a pu en échanger avec Séverine. C'est clair que voilà, les parents sont, enfin voilà, vous êtes les experts clairement de vos enfants. On fera jamais aussi bien que les parents parce qu'on n'est pas le parent de cet enfant, mais on fera toujours au mieux, clairement. Enfin voilà, vraiment pour le prendre en charge au mieux, au plus près de ce dont il a besoin et à partir de ce que les parents nous confient en fait. Hein. Nous, avant chaque accueil, il y a premier accueil, il y a une rencontre avec l'enfant, le parent, sur ses habitudes, sur tout ce qu'il aime pas, là où, voilà, c'est là où il faut accompagner pour vraiment apprendre à le connaître au maximum. Et voilà, moi, ce que je dis souvent aux parents, c'est que voilà, il faut s'autoriser à passer ce cap-là et en effet commencer peut-être par 2 heures, par 3 heures, par une demi-journée et y aller progressivement. Et puis après, du coup, voilà, pour vraiment s'autoriser parce que là, je rejoins Séverine, c'est qu'en effet, quand on est dans l'urgence, eh ben, voilà, c'est vrai que c'est là où ça peut être compliqué et voire même des fois, voilà, voilà, sur un accueil en urgence, c'est vrai que personne n'a le temps de s'y préparer vu qu'on est dans l'urgence et que dans l'idéal, de préparer les choses, eh ben, ça permet vraiment d'accompagner au mieux en fait hein, pour le parent et aussi surtout pour l'enfant également. Et pour rebondir là sur ce que dit Cindy, effectivement, c'est pas on fera jamais aussi bien que vous ou moins bien. En fait, on n'est même pas sur un plan en fait quelque part de comparaison. C'est pour moi on est purement complémentaire, c'est-à-dire que ça fait partie de la prise en charge globale et du parcours de cet enfant. Qui est que, voilà, il y a les parents, puis il y a aussi les professionnels qui sont quand même, comme le nom l'indique, professionnels et qui savent faire, c'est-à-dire qu'ils savent faire là où aussi c'est pas notre rôle, c'est-à-dire que ça nous permet aussi le répit de garder notre rôle de papa et de maman, voilà, au sens propre. Merci, je retiens la notion de cheminement quand même pour y aller, le fait d'accepter d'y aller progressivement, d'anticiper et de penser aux bénéfices pour son proche ou pour son enfant. Et ce que je comprends aussi derrière vos deux témoignages, c'est qu'il y a un vrai enjeu à créer une relation de confiance avec la structure et les professionnels qui interviennent. Et du coup, ce qui est intéressant, Cindy, dans la plateforme, et je crois que la plupart des plateformes le font aussi, c'est tous les autres services que vous proposez et qui peuvent permettre aux familles justement de vous découvrir,
que ce soit les activités culturelles ou les groupes de parole pour les parents. Je pense que ça permet aussi de créer du lien sans savoir ce niveau d'engagement et pour progressivement peut-être aller vers ce genre de dispositif. Oui, complètement. Du coup, nous, c'est vrai que voilà, sur la plateforme, en dehors des aidants, on a tout un service sur l'accès notamment sport, culture, loisirs pour les enfants en situation de handicap. Voilà, où ma collègue fait vraiment des choses vraiment, vraiment super, voilà, sur comment faire en sorte que du coup, voilà, les enfants puissent aussi accéder en fait à une pratique d'un sport qu'ils apprécient et de façon adaptée. Euh, et du coup, au travers notamment de Séverine, de séjours même sportifs. Enfin, là, voilà, nous, on a eu un séjour pour des grands, un séjour voile, il n'y a pas longtemps. Voilà, sur des thématiques vraiment là-dessus où les parents, voilà, finalement, après ce séjour, type classe verte, se disent, ah, bah, c'est sympa, comme Séverine peut dire, finalement, du coup, on va peut-être se rapprocher. Donc, c'est vrai que sur la plateforme, on travaille vraiment plusieurs aspects, en fait, à plusieurs niveaux. Voilà, tout ça toujours voilà, pour que les familles puissent s'en saisir voilà, sur différentes choses. Voilà, sur tout ce qui est des groupes, même au niveau spécifiquement sur des sujets des plus grands. Moi, j'ai une collègue qui s'occupe de tout ce qui est la transition adulte des 16-25 ans, qui est pas simple, avec également des groupes de parole, des ateliers. Et en fait, tous nos services sont vraiment en lien. Et c'est un peu j'ai envie de dire, la richesse des plateformes, c'est que voilà, on a une famille en effet qui arrive, et on va vraiment voir tout ce qu'on peut proposer. C'est-à-dire qu'on ne va pas cibler forcément un service en particulier, même si c'est la demande première. On va aussi leur présenter tout ce qui existe en fait et tout ce qui est possible. Et il y a des choses auxquelles les familles n'ont pas forcément pensé, en fait, ne pensant pas possible en fait, voilà, d'accéder, je sais pas moi, à du sport vraiment adapté, du coup à côté de chez eux. Et voilà, nous on essaye vraiment de voir, voilà, de pouvoir mettre ça en place et d'accompagner le projet de l'enfant vraiment et des parents. Merci Cindy. À tous nos participants qui sont parisiens ou franciliens, n'hésitez pas aller voir tout ce que propose la plateforme Reliance. On arrive au bout de notre café. Alors, je tiens vraiment à vous remercier, Séverine et Cindy, pour nous avoir raconté à la fois l'offre de la plateforme et Séverine, ton parcours avec le parcours d'Augustin, pour vraiment donner à voir comment ça se passe, comment ça se vit, pour vraiment dans l'objectif de ce café, le café Ma Boussole Aidant, qui est de pouvoir échanger sur ce qui se joue, ce qui se vit et de regarder comment on peut aller actionner des solutions pour son proche et pour soi. Je vous invite à consulter le site maboussoleaidant.fr pour retrouver l'ensemble des typologies de solutions de répit dont on a parlé aujourd'hui, que ce soit les séjours de répit, les plateformes de répit, le relayage, la convivialité. Et évidemment, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Nous sommes sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube. À bientôt!